puisque vous vous êtes déshabillé devant ma femme, vous pouvez bien vous déshabiller devant moi. Puis il tourna le dos et revint vers la cheminée. Madeleine avait retrouvé son sang-froid et, voyant tout perdu, elle était prête à tout oser. Une audace de bravade faisait briller son œil et, roulant un morceau de papier, elle alluma, comme pour une réception, les 10 bougies de vilaine, des vilains candélabres posés au coin de la cheminée. Puis elle s'adossa au marbre et, tendant au feu mourant un de ses pieds nus, qui soulevait par derrière son jupon à peine arrêté sur ses hanches, elle prit une cigarette dans un étui de papier rose, l'enflamma et se mit à fumer. Le commissaire était revenu vers elle, attendant que son complice fût debout. Elle demanda avec insolence: « Vous faites souvent ce métier-là, monsieur ?» Il répondit gravement: « Le moins possible, madame. » Elle lui souriait sous le nez. « Je vous en félicite, ça n'est pas propre. » Elle affectait de ne pas regarder, de ne pas voir son mari. Mais le monsieur du déshabillé, il avait passé son pantalon, chaussé ses bottines, et il se rapprocha en endossant son gilet. L'officier de police se tourna vers lui. « Maintenant, monsieur, voulez-vous me dire qui vous êtes ?» L'autre ne répondit pas. Le commissaire prononça: « Je me vois forcé de vous arrêter. » Alors l'homme s'écria brusquement: « Ne me touchez pas, je suis inviolable. » Duroy s'élança vers lui comme pour le terrasser. Il lui grogna dans la figure: « Il y a flagrant délit, flagrant délit. » « Je peux vous faire arrêter si je veux, oui, je le peux. » Puis d'un ton vibrant: « Cet homme s'appelle Laroche-Mathieu, ministre des Affaires étrangères. » Le commissaire de police recula stupéfait et balbutiant: « En vérité, monsieur, voulez-vous me dire qui vous êtes à la fin ?» L'homme se décida, et avec force. « Pour une fois, ce misérable-là n'a point menti. Je me nomme, en effet, Laroche-Mathieu, ministre. » Puis, tendant le bras vers la poitrine de Georges, où apparaissait comme une lueur un petit point rouge, il ajouta: « Et le gredin que voici porte sur son habit la croix d'honneur que je lui ai donnée. » Duroy était devenu livide. D'un geste rapide, il arracha de sa boutonnière la courte flamme de ruban et la jetant dans la cheminée. « Voilà ce que vaut une décoration qui vient de salauds de votre espèce. » Ils étaient face à face, les dents près des dents, exaspérés, les poings serrés, l'un maigre et la moustache au vent, l'autre gras et la moustache en croc. Le commissaire passa vivement entre les deux et les écartant avec les mains. « Messieurs, vous vous oubliez, vous manquez de dignité. » Ils se turent et tournèrent les salons. Madeleine, immobile, fumant toujours, en souriant. L'officier de police reprit: « Monsieur le ministre, je vous ai surpris seul avec madame Duroy que voici. Vous couchez, elle presque nue, vos vêtements étant jetés pêle-mêle à travers l'appartement. Cela constitue un flagrant délit d'adultère. Vous ne pouvez nier l'évidence. Qu'avez-vous à répondre ?» Laroche-Mathieu murmura: « Je n'ai rien à dire, faites votre devoir. » Le commissaire s'adressa à Madeleine: « Avouez-vous, madame, que monsieur soit votre amant ?» Elle prononça crânement: « Je ne le nie pas, il est mon amant. » Cela suffit. Puis le magistrat prit quelques notes sur l'état et la disposition du logis. Comme il finissait d'écrire, le ministre, qui avait achevé de s'habiller et qui attendait le paletot sur le bras, le chapeau à la main, demanda: « Avez-vous encore besoin de moi, monsieur? Que dois-je faire? Puis-je me retirer ?» Duroy se retourna vers lui et, souriant avec insolence: « Pourquoi donc? Nous avons fini. Vous pouvez vous recoucher, monsieur, nous allons vous laisser seul. » Et, posant le doigt sur le bras de l'officier de police: « Retirons-nous, monsieur le commissaire, nous n'avons plus rien à faire en ce lieu. » Un peu surpris, le magistrat le suivit. Mais, sur le seuil de la chambre, Georges s'arrêta pour le laisser passer. L'autre s'y refusait par cérémonie. Duroy insistait: « Passez donc, monsieur. » Le commissaire dit: « Après vous. » Alors le journaliste salua et sur un ton d'une politesse ironique: « C'est votre tour, monsieur le commissaire de police. Je suis presque chez moi ici.
Misérable, ce malfaiteur public. Georges posa son chapeau sur un fauteuil puis ajouta: car à ceux que je trouve sur mon chemin, je ne pardonne jamais. Le directeur hésitait encore à comprendre. Il murmura: mais votre femme, ma demande en divorce sera faite dès demain matin. Je la renvoie à feu Forestier. Vous voulez divorcer? Parbleu, j'étais ridicule. Mais il fallait faire la bête pour les surprendre. Ça y est, je suis maître de la situation. Monsieur Walter ne revenait pas, et il regarda Duroy avec des yeux effarés, pensant: pigre, c'est un gaillard bon à ménager. Georges reprit: me voici libre, j'ai une certaine fortune. Je me présenterai aux élections au renouvellement d'octobre, dans mon pays où je suis fort connu. Je ne pouvais pas me poser ni me faire respecter avec cette femme qui était suspecte à tout le monde. Elle m'avait pris comme un niais, m'avait enjôlé et capturé. Mais depuis que je savais sur son jeu, je la surveillais, la gredine. Il se mit à rire et ajouta: c'est ce pauvre Forestier qui était cocu sans s'en douter, confiant et tranquille. Voici débarrassé de la teigne qu'il m'avait laissée. J'ai les mains déliées. Maintenant, j'irai loin. Il s'était mis à califourchon sur une chaise. Il répéta comme s'il eût songé: j'irai loin. Et le père Walter le regardait toujours de ses yeux découverts, ses lunettes restant relevées sur son front, et il se disait: oui, il ira loin, le gredin. Georges se releva. Je vais rédiger l'écho. Il faut le faire avec discrétion, mais vous savez, il sera terrible pour le ministre. C'est un homme à la mer, on ne peut pas le repêcher. La vie française n'a plus d'intérêt à le ménager. Le vieux hésita quelques instants, puis il en prit son parti. Faites, dit-il, tant pis pour ceux qui se fichent dans ces pétrelins. 3 mois s'étaient écoulés. Le divorce de Duroy venait d'être prononcé. Sa femme avait repris son nom de Forestier, et comme les Walter devaient partir le 15 juillet pour Trouville, on décida de passer une journée à la campagne avant de se séparer. On choisit un jeudi et on se mit en route dès 9 heures du matin dans un grand landau de voyage à 6 places, attelé en poste à 4 chevaux. On allait déjeuner à Saint-Germain, au pavillon Henri IV. Bellamy avait demandé à être le seul homme de la partie, car il ne pouvait supporter la présence et la figure du marquis de Cazolles. Mais au dernier moment, il fut décidé que le comte de la Tour Yvelin serait enlevé au saut du lit. On l'avait prévenu la veille. La voiture remonta au grand trot l'avenue des Champs-Élysées, puis traversa le bois de Boulogne. Il faisait un admirable temps d'été, pas encore trop chaud. Les hirondelles traçaient sur le bleu gris du ciel de grandes lignes courbes qu'on croyait encore voir quand elles s'étaient passées. 3 femmes se tenaient au fond du landau, la mère entre ses 2 filles, et les 3 hommes à reculons, Walter entre les 2 invités. On traversa la Seine, on contourna le mont Valérien, puis on gagna Bougival pour longer ensuite la rivière jusqu'au Bec. Le comte de la Tour Yvelin, un homme un peu mûr, à long favori léger, dont le moindre souffle d'air agitait les pointes, ce qui faisait rire Duroy. Il obtient de jolis effets du vent dans sa barbe, contemplait Rose tendrement. Il s'était fiancé depuis 1 mois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour la lecture de la suite.